Mes parents m'ont interdit d'aller à l'université parce que ma sœur avait échoué, ils ne voulaient pas que je la fasse se sentir encore plus mal. Alors, j'ai fait mes bagages et je suis parti. Des années plus tard, ils m'ont supplié de l'aider à trouver un emploi. Mais cette fois, elle n'était pas assez qualifiée. Je m'appelle Jack. J'ai 26 ans maintenant. Mais tout a commencé à s'effilocher quand j'en avais 17. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était le détournement cognitif. Je ne savais pas à quoi ressemblait la manipulation émotionnelle. Je pensais qu'il était normal que des parents vous comparent à vos frères et sœurs, qu'ils changent les règles en fonction de leur humeur, et qu'ils vous punissent silencieusement pour des choses que vous ne pouviez pas contrôler. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais appris à me taire jusqu'au jour où on m'a dit que je n'étais pas autorisé à postuler pour l'université parce que ma sœur aînée avait échoué et que mon succès la ferait se sentir encore plus mal. C'était le début, mais honnêtement, cela avait commencé bien avant ça. Je suis le plus jeune de 2 enfants. Ma sœur Rachel a 2 ans de plus que moi, et en grandissant, elle était le centre du monde aux yeux de mes parents. Si elle obtenait un C à un examen, c'était la faute du professeur. Si elle accidentait la voiture, c'était parce que les routes étaient verglacées. Si elle mentait, c'était parce qu'elle était sous pression. Moi. Si j'obtenais un 97 au lieu d'un cent, il me demandait ce qui était arrivé aux 3 autres points. Je me souviens d'avoir eu 9 ans et d'avoir obtenu une note parfaite à un contrôle de mathématiques. Je l'ai montré à ma mère, espérant cette étincelle de fierté. Elle y a jeté un coup d'œil et a dit, « Tu es bon en maths. » C'est Rachel qui a besoin d'encouragement. C'était le scénario habituel. Rachel avait besoin d'attention. Rachel avait besoin d'aide. Rachel avait besoin de la plus grosse part, du premier choix, du dernier mot. Je me suis habitué à jouer le second rôle dans ma propre maison. Mon travail était d'être stable, silencieux, facile. C'était le mot que ma mère utilisait le plus. Jack, tu as toujours été si facile. Merci de ne pas nous causer de problèmes. Il m'a fallu des années pour réaliser que facile signifiait simplement invisible. Au lycée, j'avais appris à contourner cela. Je gardais la tête baissée, j'excellais à l'école, je me suis inscrit dans des clubs, j'ai même trouvé un travail à temps partiel. Je n'essayais pas d'être exceptionnel. Je voulais juste avoir des options. Je me suis dit que si je ne pouvais pas obtenir de validation à la maison, je pourrais peut-être construire une vie où je n'en aurais pas besoin. Rachel, pendant ce temps, avait été renvoyée de 2 lycées différents, avait échoué dans plusieurs matières et se disputait constamment avec mes parents. Mais il la traitait toujours comme si elle était un petit vase fragile qu'il devait protéger. J'étais le ruban adhésif qui maintenait la maison en état de marche, et elle était le cristal qu'il continuait de polir même quand il était fissuré au-delà de toute réparation. En terminale, j'ai postulé à 6 universités en secret. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je savais déjà comment ils réagiraient. J'ai utilisé mon propre argent pour les frais de dossier et j'ai demandé à mon professeur préféré, Monsieur Klein, d'écrire ma lettre de recommandation. Je me souviens encore de la façon dont il a souri quand je lui ai expliqué ma situation. Jack, a-t-il dit, tu es le genre de jeune qui va changer le monde. Ne laisse personne te couper les ailes. Cela a signifié énormément pour moi. Et c'est toujours le cas. J'ai été accepté dans 5 des 6 écoles, y compris mon premier choix, une petite université réputée hors de l'État qui m'offrait une bourse partielle. Je me souviens d'avoir ouvert la lettre d'acceptation dans ma chambre, le cœur battant, à peine capable de respirer. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans ma petite vie suffocante. Je pouvais voir un avenir. Je pouvais le sentir. Mais quand j'ai finalement annoncé la nouvelle à mes parents quelques semaines plus tard, tout s'est effondré. C'était un dimanche matin. Rachel venait de rentrer à la maison après un autre semestre raté au Community College et toute la maison était tendue. Je me suis dit que la nouvelle pourrait améliorer l'ambiance. J'ai attendu que nous soyons tous dans la cuisine. Papa sirotait son café, maman faisait la vaisselle, Rachel faisait défiler son téléphone et j'ai sorti la lettre d'acceptation de mon sac à dos et j'ai dit, j'ai été accepté dans mon premier choix d'école et ils m'ont offert une bourse. Silence. Pas le bon genre de silence. Genre, waouh, nous sommes tellement stupéfaits de fierté. Non, c'était un silence lourd, froid. Ma mère n'a même pas levé les yeux de l'évier. Jack, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur un torchon. Nous aurions vraiment aimé que tu nous parles avant de faire quelque chose comme ça.
Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été accepté. Je pensais que vous seriez heureux. Mon père a soupiré, posant lentement sa tasse. Ce n'est pas que nous ne sommes pas fiers, a-t-il dit prudemment, comme s'il marchait sur un champ de mine. C'est juste que nous gérons encore tout ce qui s'est passé avec Rachel. Tu sais à quel point ça a été dur quand elle a dû rentrer à la maison. Aller à l'université n'a pas marché pour elle et nous essayons toujours de l'aider à se remettre sur pied. Rachel n'a pas dit un mot. Elle n'a même pas levé les yeux. Je ne suis pas Rachel, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. J'ai travaillé très dur pour ça. Ce n'est pas la question, a coupé ma mère. Ne penses-tu pas que ça lui ferait du mal de te voir partir pour l'université pendant qu'elle essaie encore de trouver sa voie? Ce serait cruel, Jake. Cruel? Ce mot m'a frappé comme une gifle. Je suis resté là, stupéfait, pendant qu'il m'expliquait gentiment, rationnellement, comme s'il me rendait service, que je n'irais pas, que ce ne serait pas juste, que la santé mentale de Rachel était fragile depuis qu'elle avait abandonné. Et qu'elle avait besoin d'un environnement familial stable, que si j'y allais, cela pourrait la pousser encore plus loin dans une spirale, que c'était mon travail, apparemment, de la maintenir à flot. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas hurlé. Ils ont juste expliqué calmement que je devais abandonner ce rêve égoïste. Ma mère a même eu le culot de dire « Tu es si talentueux, Jake. Tu trouveras une autre voie qui te gardera plus près de la maison. Quelque chose de plus pratique. » Cette nuit-là, j'ai fixé la lettre d'acceptation sous la lampe de mon bureau pendant des heures. Je ne sais pas ce qui faisait le plus mal, la trahison ou le fait qu'au fond de moi, je m'y attendais. Mais voici ce sur quoi il n'avait pas compté. J'avais un plan. Je n'ai pas fait de crise. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas claqué la porte de ma chambre pour pleurer. J'ai juste hoché la tête. J'ai dit que je comprenais. Et puis j'ai commencé à faire mes valises. Pas pour l'université. Pas encore, juste pour partir. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de ma mère le matin où je suis parti. Il était 6 heures du matin et la maison était silencieuse. J'ai roulé ma valise jusqu'à la cuisine et j'ai laissé une note sur la table. J'avais environ 2000 $ d'économie de mon travail, un billet de train pour une ville à 4 heures de là, et un ami qui avait accepté de me laisser squatter son canapé pendant un certain temps. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. La note disait « Je ne suis pas Rachel », et j'ai fini de prétendre que je dois l'être. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant 6 mois. Pas un appel, pas un message, rien. Et je pensais que c'était la fin. Mais des années plus tard, après avoir construit ma propre vie à partir de rien, après avoir gravi les échelons et accompli quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible, ils ont repris contact. Pas pour moi, bien sûr. C'était à propos de Rachel. Elle avait besoin d'aide, d'un travail plus précisément. Et soudain, ils étaient de nouveau fiers de moi. Soudain, j'étais une telle inspiration. Mais cette fois, elle n'était pas assez bien. Et je n'avais rien oublié. Pas le moindre détail. Après mon départ, les choses ne sont pas devenues plus faciles. Mais pour la première fois, elles étaient les miennes. J'ai dormi sur des canapés pendant quelques mois. Chez des amis, parfois des amis d'amis, j'ai même passé une nuit dans une bibliothèque qui ne m'a pas mis dehors tout de suite. J'ai pris un travail de débarrasseur de table dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, j'ai travaillé de nuit, j'ai mangé les repas des employés et j'ai étudié le soir sur mon téléphone. J'ai fini par m'inscrire dans un community college local. Ce n'était pas l'université prestigieuse dont je rêvais, mais j'apprenais, je grandissais, et enfin je respirais sans avoir besoin de permission. Ce qui a fait le plus mal pendant ces premiers mois, ce n'était pas la difficulté. C'était le silence, pas de message, pas d'appel, pas de « ça va » ou « où est-ce que tu loges ?» Pas même un message vocal passif-agressif. Il m'avait complètement effacé du tableau familial comme si je n'avais jamais existé. Et je ne vais pas mentir, certaines nuits, ça me dévastait. Pas même parce qu'il me manquait, mais juste à cause de la prise de conscience que j'avais été si jetable. Rachel, d'un autre côté, était partout sur les réseaux sociaux. Mes anciens camarades de classe m'envoyaient des messages du genre « Et, tu as vu la nouvelle voiture de ta sœur » ou « Ta mère a posté des photos du dîner d'anniversaire de Rachel. Ça a l'air sympa. » Je faisais semblant de ne pas avoir vu, mais je l'avais vu.
Le dîner d'anniversaire était dans un restaurant de grillade où j'avais supplié d'aller pour mes 16 ans. Cette année-là, nous avions eu des spaghettis à la maison, et Rachel avait pris la dernière part avant que je puisse en avoir. Pourtant, j'ai gardé la tête baissée. J'ai obtenu une petite bourse d'une organisation à but non lucratif local et j'ai économisé assez pour louer une chambre avec 2 autres étudiants. J'ai étudié le commerce et l'informatique et j'ai accepté des missions en freelance pour payer mes manuels. Lentement, j'ai construit une vie à partir de zéro. Puis est venu le jour de ma remise de diplôme. Ce n'était pas une grande cérémonie, juste une toche bon marché, et mon nom appelé dans un auditorium à moitié plein. Mais quand j'ai traversé cette scène, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus le Jack facile. Je n'étais plus la roue de secours dans le kit de survie de Rachel. J'étais quelqu'un. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux. Juste une. Moi en toge tenant mon diplôme. Avec la légende, je ne pensais pas y arriver. Heureux de ne pas avoir écouté les gens qui m'ont dit de ne pas essayer. Ce n'était pas destiné à provoquer. Mais en moins de 2 heures, la bête s'est réveillée en rugissant. Ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis est arrivé un flot de messages. Jack, ce poste était blessant. Rachel l'a vu et ça l'a beaucoup contrarié. Tu sais qu'elle essaie toujours de finir son diplôme. Pourquoi lui remuerais-tu le couteau dans la plaie comme ça? Nous t'avons pardonné la façon dont tu es parti. Tu devrais être plus mature maintenant. Ce mot encore, mature. Il le sortait toujours quand je refusais de plier. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini de donner des explications à des gens qui n'écoutaient jamais la première fois. Au cours de l'année suivante, je me suis concentré sur ma carrière. J'ai rejoint une petite start-up, j'ai gravi les échelons et j'ai finalement lancé mon propre projet, un créateur de curriculum vitae basé sur l'intelligence artificielle qui a attiré l'attention de quelques sociétés de capital risque. Ce n'était pas une licorne ou quoi que ce soit, mais ça payait les factures et même plus. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à avoir de leurs nouvelles. Ça a commencé par de petites choses. Un commentaire sur un post LinkedIn, tellement fier de toi, maman. Un message privé de Rachel. 3 mots. Regarde-toi faire. Puis un appel de papa un jeudi au hasard. Je n'ai pas répondu, mais cette fois il a laissé un message vocal. Et mon grand, on a vu l'article sur ton application. Grosse félicitations. Écoute, peut-être qu'on pourrait se voir un de ces jours. Ils n'ont pas mentionné le passé, pas la lettre que j'ai laissée, pas les années de silence, pas le fait qu'ils m'avaient effectivement renié jusqu'à ce que je vaille la peine de se vanter. Maintenant, soudainement, ils voulaient se voir. Et je savais que quelque chose se préparait. Je n'avais pas tort. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Rachel. Une phrase complète. Rare pour elle. Et, tu penses que tu pourrais m'aider à trouver un travail? Je l'ai fixé pendant un moment, essayant de comprendre ce que je ressentais. Rachel avait de nouveau abandonné ses études, apparemment. La dernière université qu'elle fréquentait l'avait renvoyée pour absentéisme. Elle avait occupé des emplois dans la vente au détail mais ne pouvait pas les garder plus de quelques mois. Et maintenant, il semblait qu'elle avait décidé que son petit frère, à qui on avait un jour interdit de postuler à l'université parce qu'elle avait échoué, était sa meilleure chance. J'ai ignoré le message. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Jack, dit-elle, sa voix tout en sucré en sirop. Je suis si contente d'entendre enfin ta voix. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle s'est lancée dans le discours habituel. Comme ils étaient fiers, comme c'était incroyable de me voir réussir, comment nous avons toujours su que tu réussirais. Comme si les années de silence, de culpabilisation et de trahison n'avaient été qu'un malentendu. Puis est venue la demande. Alors, Rachel traverse une période difficile. Je ne sais pas si elle te l'a dit, mais elle essaie de se remettre sur pied. Elle a juste besoin d'une chance. Je pensais que tu pourrais peut-être la faire entrer dans ton entreprise. Elle est douée avec les gens, et tu sais à quel point elle est charmante. Elle a juste besoin que quelqu'un croie en elle. J'ai réprimé le rire qui montait dans ma gorge. Croire en elle. Il n'avait pas voulu croire en moi quand j'avais une moyenne parfaite et une bourse. Mais maintenant, j'étais censé croire en elle après 3 abandons d'université,
5 emplois dans la vente au détail et des années à m'entendre dire que j'étais égoïste de vouloir un avenir. Elle n'a pas de curriculum vitae, ai-je dit sèchement. Même pas un de base. C'est là que tu interviens, a gazouillé maman. Tu as cette application de curriculum vitae incroyable, n'est-ce pas? Je me suis dit, quelle belle histoire ce serait. Le frère qui réussit aidant sa sœur. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai dit, ce n'est pas une histoire que je veux raconter. Son ton a changé instantanément. Jake, ne sois pas comme ça. Rachel a traversé tellement de choses. Tu as toujours eu la vie plus facile. Je l'ai interrompu. Plus facile? Vous m'avez dit que je ne pouvais pas aller à l'université parce que ça la ferait se sentir mal. Vous avez qualifié mes rêves de cruels. Et maintenant vous voulez que je lui offre un emploi. Elle est ta sœur et je suis ton fils. Mais ça ne vous a pas empêché de m'abandonner à la seconde où j'ai pris une décision qui ne vous plaisait pas. Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. De manière tremblante. Puis elle a craqué. Tu déformes toujours les choses, Jake. Nous avons fait de notre mieux. Rachel était fragile. Elle avait besoin de nous. Et pas moi. Ma voix était basse maintenant. Dangereuse. Sais-tu ce que ça fait de quitter la maison à 17 ans et de dormir par terre? De regarder tes propres parents poster des photos de dîner au restaurant de grillade pendant que tu manges ce que tu trouves dans un distributeur automatique? D'obtenir un diplôme et de n'avoir personne dans le public? As-tu la moindre idée de ce que ça fait à une personne? Silence. Et puis le coup de poignard. Rachel n'est pas comme toi, a-t-elle chuchoté. Elle n'est pas forte. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairci. Ils n'avaient jamais cru en moi. Ils ne voulaient pas, parce que s'ils reconnaissaient ma force, ils devraient reconnaître leur négligence. S'ils admettaient que j'avais construit quelque chose à partir de rien, ils devraient admettre qu'ils ne m'avaient rien donné. Alors à la place, ils m'ont dépeint comme froid, comme égoïste, comme celui qui est parti. Mais je n'étais pas parti. Ils m'avaient poussé dehors à la seconde où ils ont décidé que mon succès était une menace. Et maintenant ils voulaient revenir, mais pas pour moi, pour elle. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de travail. Il s'agissait de réécrire l'histoire, de faire croire que notre famille était unie, que nous nous soutenions mutuellement, que l'échec de Rachel n'était qu'une phase et que le succès de Jake faisait partie d'un effort d'équipe plus large. Il voulait que mon histoire comble les trous de la sienne. Il voulait que je couvre leur honte, et je n'allais pas les laisser faire. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Après cet appel téléphonique avec ma mère, je suis resté assis en silence pendant un long moment. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'avais enfin dit tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Et il n'y avait toujours pas de soulagement, pas de conclusion, juste le vide familier qui suit le fait de dire la vérité dans le vide. Je n'ai répondu à aucun autre message, ni aux relances de Rachel, ni aux tentatives maladroites de mon père pour bavarder, pas même lorsque ma tante m'a envoyé un message de nulle part me demandant si je coupais vraiment les ponts avec la famille pour un travail. L'ironie. Je n'étais pas en colère. J'étais épuisé. Parce qu'une partie de moi avait toujours espéré que peut-être, juste peut-être, si je devenais assez, il me verrait. Si je construisais quelque chose de valable, il me traiterait enfin comme si je comptais. Mais maintenant, je voyais la situation telle qu'elle était. Il ne voulait pas de mon retour parce qu'il m'aimait. Il voulait avoir accès à mon succès, à mon image, à ce que je pouvais donner à Rachel et qu'il ne pouvait pas. La chute n'a pas été soudaine. Elle s'est insinuée lentement comme le brouillard. J'ai commencé à prendre du recul par rapport à mon travail. J'ai manqué quelques échéances. J'ai laissé passer quelques réunions avec des investisseurs. J'ai arrêté de mettre à jour la plateforme de curriculum vitae et j'ai mis en pause un contrat avec un client prometteur parce que j'avais juste besoin d'une semaine. Puis 2, puis 3. Ce n'était pas un épuisement professionnel. Pas exactement. C'était un deuil. Le deuil de l'enfance que je n'avais réalisé avoir perdu que des années plus tard. Le deuil de la famille que j'espérais voir changer. Le deuil de la version de moi qui croyait encore que le succès pouvait acheter l'amour. Le point de basculement est arrivé une nuit de novembre. Mon colocataire était sorti et j'étais seul dans notre appartement, assis par terre avec une assiette froide de nourriture que j'avais oublié de manger.
J'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable, des onglets ouverts sur des sites d'emploi, du code à moitié terminé, une liste de choses à faire intactes depuis des jours, et je l'ai simplement fermé. Tout. Puis j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses et cinématographiques. Les vraies. Celles qui viennent du plus profond de vos entrailles, là où toutes les années passées à tenir le coup finissent par se rompre. Je ne voulais plus être une histoire à succès. Je voulais juste la paix. J'ai pensé à supprimer l'application. J'avais reçu quelques offres d'emploi pour vendre la technologie ou consulter pour d'autres startups. Ça aurait été une sortie facile. Encaisser, clore le chapitre. Mais quelque chose en moi a résisté. Pas par fierté, par entêtement. Cette chose que j'ai construite. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison. J'ai pris une pause à la place. Une vraie. J'ai désactivé l'interface de l'application, j'ai posté un simple message aux utilisateurs, en maintenance. Merci de votre patience. Puis j'ai acheté un billet d'avion bon marché pour l'Oregon et je suis resté chez une vieille amie qui vivait près de la côte. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mon colocataire. J'ai juste disparu un moment. Ce mois a tout changé. Mon amie Emma vivait dans ce minuscule chalet qui grinçait et sentait le cèdre et le sel de mer. Elle tenait une librairie d'occasion et faisait du thé avec de vraies fleurs séchées. Nous avions été proches à l'université avant que la vie, le travail et tout le reste nous éloignent. Quand je suis arrivé sur son seuil avec un sac à dos et un sourire fatigué, elle m'a serré dans ses bras comme si le temps ne s'était pas écoulé. « Tu as l'air de quelqu'un qui a oublié le son du silence », a-t-elle dit. Réparons ça. Nous passions les matinées à nous promener sur la plage et les soirées à lire ou à discuter près de la cheminée. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma famille, sauf si j'en parlais. Elle n'a jamais insisté, elle a juste écouté. Un soir, je lui ai tout raconté sur Rachel, sur le rejet de l'université, sur le message vocal, la demande de curriculum vitae, tout. Quand j'ai eu fini, je me suis préparé à l'habituel « mais c'est quand même ta famille ou peut-être qu'il est temps de pardonner ». Au lieu de ça, elle a dit « je suis si fier que tu sois parti ». C'est là que j'ai craqué à nouveau, mais c'était différent cette fois. C'était comme une guérison. Après un mois, je suis rentré chez moi, pas chez mes parents, mais dans ma vie. Et cette fois, j'étais prêt à la reconstruire sans essayer de la faire paraître parfaite. La première chose que j'ai faite a été de nettoyer l'appartement comme si mon avenir en dépendait. Ça semble stupide, mais désencombrer, c'était comme récupérer un espace que j'avais laissé hanté par des fantômes. Ensuite, j'ai mis à jour l'application. Pas seulement une maintenance. Je l'ai entièrement restructurée, je l'ai rendue plus intuitive, j'ai ajouté des fonctionnalités pour les personnes ayant des parcours professionnels non conventionnels ou des trous dans leur historique de travail. Des fonctionnalités que Rachel aurait pu utiliser si elle avait seulement essayé. Puis j'ai publié un article de blog, non pas sur mon fil principal, mais sur un site plus petit que j'utilisais à l'université. Il y a une force à construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Pas seulement votre travail, votre paix, vos limites, votre nom. Il a été partagé plus que je ne l'imaginais. Des gens m'ont contacté. Certains ont partagé des histoires similaires. Certains ont demandé comment j'avais démarré l'application. Quelques-uns voulaient collaborer. L'un d'eux a même proposé de parrainer un atelier de création de curriculum vitae pour les adolescents sortant du système de placement familial. Celui-là m'a le plus touché parce que, d'une manière tordue, j'avais été un orphelin émotionnel pendant longtemps. Mais maintenant, j'avais un moyen de transformer cette douleur en objectif. J'ai accepté l'offre. Au cours des 6 mois suivants, j'ai constitué une petite équipe, juste 3 personnes, toutes autodidactes. L'une avait abandonné l'université à cause de dettes médicales. Une autre avait été licenciée pendant la pandémie et avait appris à coder sur YouTube. Le troisième était un gars de mon community college qui dessinait des idées de logos sur des serviettes pendant le déjeuner. Nous n'étions pas tapas à accent grave l'œil, mais nous étions solides. Nous avons lancé la nouvelle plateforme discrètement. Pas de presse, pas de grand lancement, juste du bouche à oreille. Et ça a marché. Les gens l'ont apprécié, en particulier ceux qui se sentaient laissés pour compte, ceux à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bons, ceux qui avaient des lacunes dans leur histoire, mais qui voulaient toujours travailler, grandir, prendre un nouveau départ. Nous l'avons appelé Second Line.
Pas seulement parce que c'était une seconde chance, mais parce que certaines des meilleures histoires ne commencent pas au sommet. Pendant ce temps, mes parents continuaient à me contacter. Des courriels, des messages vocaux, même une lettre manuscrite de mon père, ce qui m'a sidéré. Elle était remplie de peluches nostalgiques. Comment je construisais des châteaux en Lego. Comment Rachel et moi jouions au bureau avec du vieux papier de fax. Comme ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. Mais ils n'y avaient jamais écrit « Je suis désolé ». Pas une seule fois. Puis est arrivé le vrai rebondissement. Rachel a publié sur LinkedIn un essai complet avec une photo professionnelle et une légende qui m'a glacé le sang. Après un long parcours personnel, je fais enfin le grand saut dans la technologie. Excité de rejoindre l'équipe de Second Line en tant que coordinatrice de projet. Éternellement reconnaissante à mon brillant petit frère Jake de m'avoir aidé à croire à nouveau en moi. Famille gratitude nouveau départ. J'ai regardé l'écran en clignant des yeux. Elle ne travaillait pas pour Second Line. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un an. Elle n'avait pas été embauchée, formée ou même mentionnée dans une seule réunion. Et pourtant, c'était là, publié publiquement, avec des j'aime d'anciens camarades de classe, des commentaires de mes parents, même quelques-uns de mes contacts professionnels disant, tellement inspirant. J'adore cette histoire de fratrie. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était une usurpation d'identité. De mon nom, de mes efforts, de mon histoire. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe, je leur ai montré le poste. Nous étions une petite équipe, mais très soudée. Personne n'avait contacté Rachel. Personne ne lui avait parlé. Mais quelqu'un lui avait donné juste assez d'informations pour faire semblant. Et je savais exactement qui c'était. Parce que, enfouie dans le poste, elle avait écrit quelque chose qui m'avait marqué. Jake a toujours dit, il y a une force à construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous enlever. Cette citation, je l'avais écrite sur le blog. Celui que je n'avais jamais partagé publiquement, sauf une fois à ma mère dans un courriel auquel je n'ai jamais eu de réponse. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de réécrire l'histoire. Il ne faisait que commencer. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas bruyant. Ce n'était pas colérique. Mais c'était permanent. Et cela a déclenché une réaction en chaîne qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Quand j'ai vu ce post LinkedIn, quelque chose en moi a basculé, comme une lame de plancher qui grince sous des années de poids. L'épuisement que j'avais ressenti auparavant, disparu, remplacé par quelque chose de plus vif. Pas exactement de la rage. La rage s'épuise. C'était plus froid, plus lourd, comme un plan qui commençait à se former. Pièce par pièce, sans permission. J'ai relu le post, plus lentement cette fois. Chaque phrase était conçue comme une image miroir de ma propre histoire. Elle avait emprunté mes mots, repris mes valeurs, et les avait cousus dans sa propre fausse histoire de rédemption. Elle a même fait référence à une petite start-up familiale qui aide les outsiders à trouver leur place. C'était presque mot pour mot tiré d'une interview de podcast que j'avais faite 2 mois plus tôt, l'interview qui était discrètement devenue virale dans un créneau de coaching de carrière. Ce n'était pas accidentel. Rachel m'avait étudié, et quelqu'un lui avait donné les outils. Je me suis adossé à ma chaise, regardant le curseur clignoter dans la barre de recherche. Une partie de moi ne voulait pas y croire. Une partie de moi voulait mettre ça sur le compte d'une tentative maladroite de renouer le contact. Mais non, c'était stratégique. C'était un mensonge soigneusement conçu pour la rendre employable, pour la revêtir de ma crédibilité. Elle avait appris à simuler la compétence de la même manière qu'elle avait toujours survécu, en laissant quelqu'un d'autre saigner en premier. Et maintenant, c'était mon tour de saigner. À moins que je ne l'arrête. Je ne suis pas passé à l'offensive totale. Pas encore. On ne peut jouer cette carte qu'une seule fois. Et je voulais qu'elle tombe comme un coup de massue, pas comme une crise de colère. D'abord, j'ai fait des captures d'écran de tout. Son post, les j'aime, les commentaires, les gens qui la félicitaient pour avoir changé de vie. Il y en avait même un d'un ancien professeur. Tellement fier de toi, Rachel. Je savais que cette force familiale finirait par briller. J'ai tout archivé. Horodatage, identifiant de poste, métadonnées, chaque détail sauvegardé dans un dossier privé nommé récupération. Ensuite, j'ai contacté un de mes amis de l'université, Samir, qui travaillait maintenant dans la cybersécurité.
Je lui ai dit que j'avais une situation impliquant une usurpation d'identité et une fausse représentation de marque, et il n'a même pas hésité. Envoie-moi ce que tu as, a-t-il dit. Et Jack, si c'est la famille, sois prudent. Ils ne se battent pas toujours loyalement. C'était la première de nombreuses vérités qu'il m'a rappelées. En moins d'une journée, Samir a confirmé que Rachel avait créé une fausse adresse électronique d'entreprise, pas notre vrai domaine. Elle l'avait utilisée pour envoyer des courriels à quelques petits recruteurs, et avait même programmé un entretien téléphonique sous le titre de coordinatrice de projet. Ce n'était pas seulement un mensonge, c'était une escroquerie en cours. Elle avait même imité notre image de marque dans un faux curriculum vitae en PDF, avec un organigramme simulé qui l'a placé sous le développement d'équipe avec moi comme superviseur. Elle est ambitieuse, a dit sèchement Samir. Stupide, mais ambitieuse. Et pourtant, aussi frauduleux que cela soit, je savais quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Les mensonges, lorsqu'ils sont racontés avec assurance, ne sont pas toujours remis en question, surtout lorsqu'ils sont enrobés d'une histoire positive. Les gens voulaient que son histoire soit vraie, et cela la rendait dangereuse. J'avais deux choix. La dénoncer publiquement, au risque de provoquer une explosion familiale qui deviendrait probablement vite compliquée. Ou tirer discrètement les ficelles et regarder la toile se défaire. J'ai choisi la seconde option, et la première ficelle était une femme nommée Nathalie. C'était l'une des recruteuses que Rachel avait contactées. Je lui avais parlé brièvement il y a des mois lors d'un événement de réseautage où nous avions discuté de la possibilité de co-animer une table ronde pour les chercheurs d'emploi non traditionnels. Elle n'était pas seulement perspicace, elle avait la réputation de repérer les faux curriculum vitae en quelques secondes. Je lui ai envoyé un courriel. Et Nathalie, juste un petit avertissement. J'ai vu quelqu'un se faire passer pour une coordinatrice chez Seconline. J'ai remarqué que votre entreprise était identifiée dans un fil de connexion mutuelle. Si elle vous contacte, n'hésitez pas à me transférer tout ce qui est suspect. Je serai heureux de clarifier. Bien à toi, Jack. 5 heures plus tard, Nathalie a répondu « Oh, waouh. Oui, Rachel m'a envoyé un courriel la semaine dernière. Elle a mentionné ton nom plusieurs fois. J'ai eu un pressentiment étrange. Merci pour l'avertissement. Je te tiendrai au courant si autre chose se présente. » Boum. Allié sécurisé. J'ai continué. J'ai envoyé un courriel à la rédactrice en chef du podcast de carrière sur lequel j'étais intervenu, celui que Rachel avait plagié. J'ai nonchalamment proposé une interview de suivi et j'ai lancé l'idée de faire un segment sur la fraude au curriculum vitae. Elle a sauté sur l'occasion. Le faire semblant jusqu'à y arriver était de nouveau à la mode, apparemment, et il voulait quelqu'un avec une véritable expertise. Parfait. J'ai aussi vérifié les statistiques sur l'article de blog que Rachel avait cité. Devinez quoi? Un visiteur anonyme avait passé près de 45 minutes sur la page la nuit avant qu'elle ne fasse le post LinkedIn. Adresse IP, même ville où vivent mes parents. Je n'avais pas besoin de plus de preuves, mais ça a aidé. Et pourtant, je ne l'ai pas contacté. Pas directement. Pas encore. À la place, j'ai envoyé un message à ma mère. Et, petite question. As-tu partagé mon article de blog avec Rachel? Elle a répondu 5 minutes plus tard. Je l'ai peut-être fait. Elle se sentait mal et tes mots étaient si puissants. J'ai pensé qu'ils pourraient l'inspirer. Pourquoi? Aucune excuse, aucun aveu de méfait, juste une trahison désinvolte enrobée d'inquiétude maternelle. Je n'ai pas répondu. Pas avant 3 jours plus tard, lorsque l'épisode du podcast est sorti. Il s'intitulait « Quand le succès est volé, le nouveau visage de la fraude au curriculum vitae ». Ils n'ont pas nommé Rachel, bien sûr, mais l'histoire était indubitablement la mienne. Les citations, les détails, la fausse histoire de rédemption fraternelle qui était tirée de mon poste. J'ai parlé calmement, professionnellement. Aucune accusation, juste des faits. J'ai parlé de la difficulté pour les jeunes fondateurs de protéger leur travail. Du danger que représentent les gens qui tentent de s'approprier la crédibilité par la manipulation émotionnelle. L'épisode a explosé. Il s'est avéré que beaucoup de gens avaient des histoires similaires. Des collègues qui s'attribuent le mérite, des membres de la famille qui copient des projets, des amis qui utilisent le succès de quelqu'un d'autre comme tremplin. À la fin de la semaine, l'épisode avait plus de 60 000 téléchargements.
Et puis les choses sont devenues intéressantes. Nathalie m'a transféré un courriel. Il venait de Rachel. Salut Nathalie. Je viens d'écouter ce podcast que tu as partagé. Vraiment déçu d'entendre Jake présenter les choses de cette façon. Je pensais que la famille était censée se soutenir. Je suppose que je l'ai mal jugé. Je vais poursuivre d'autres opportunités. L'audace était stupéfiante. Mais plus que ça, cela confirmait qu'elle surveillait. Bien. Parce que je ne faisais que commencer. J'ai programmé une réunion à l'échelle de l'entreprise chez Seconline et j'ai inclus mon conseiller juridique. Je voulais que tout soit documenté. Nous avons rédigé une note interne indiquant que personne du nom de Rachel n'était ou n'avait jamais été affilié à notre organisation à quelque titre que ce soit. Nous avons mis à jour notre site web avec une déclaration. Seconline s'engage à l'intégrité et à la transparence. Veuillez signaler toute usurpation d'identité ou fausse représentation frauduleuse de notre personnel à cette adresse électronique. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, mais c'était assez fort pour envoyer un signal. Puis j'ai fait le geste le plus discret de tous. J'ai envoyé un message à Rachel, pas par texto, pas par téléphone, par LinkedIn. Et Rachel, j'ai vu ton post. Impressionnant de voir à quel point tu te souviens bien des choses que j'ai construites. Presque mot pour mot. Juste pour que tu saches, nous avons publié une déclaration d'entreprise sur la fausse représentation. Les recruteurs sont en train d'être informés. C'est ta chance de le retirer discrètement avant que les vraies conséquences ne tombent. C'est toi qui décides. Aucune réponse. Mais le post a disparu en 12 heures. Pas un mot, pas un commentaire, pas même un au revoir discret, juste disparu. Et puis le silence, ce qui aurait été suffisant. Mais je n'avais pas fini. Parce que pendant que Rachel essayait de redorer son image en utilisant ma vie, j'avais maintenant une plus grande scène, un micro plus puissant. Et j'allais l'utiliser pour des gens comme moi. Des gens à qui on a dit de rester petit pour le confort de quelqu'un d'autre. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai construit. J'ai lancé une nouvelle initiative chez Seconline, Ghosted Voices, Voix ignorée, une plateforme pour que les gens partagent leur parcours professionnel anonymement, en particulier ceux dont les familles, comme la mienne, voyaient leur ambition comme une trahison. Les histoires ont afflué. Une femme qui a financé ses propres études d'infirmière pendant que son frère recevait tout sur un plateau et échouait quand même. Un gars à qui on a dit qu'il ne pouvait pas étudier l'ingénierie parce que son père n'était pas doué en maths. Une fille qui a été forcée de refuser une bourse pour que son cousin ne se sente pas laissé pour compte. Chaque histoire faisait écho à la mienne. Des détails différents, les mêmes cicatrices. Et nous les avons amplifiés. Nous nous sommes associés à des organisations à but non lucratif, avons lancé des ateliers, créé des modèles pour faire face au contrôle, que ce soit de la part des employeurs, des familles, ou des deux. Et pendant tout ce temps, je n'ai plus rien dit à mes parents. Pas même quand ma mère a de nouveau envoyé un courriel, cette fois avec plus d'urgence. Jake, je ne sais pas ce que tu as raconté aux gens, mais Rachel passe un très mauvais moment maintenant. Elle se sent attaquée. Je te croyais meilleur que ça. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance. Juste de la culpabilité. C'était leur dernière monnaie d'échange. Et je n'achetais plus. Parce que le piège était en place. Il était maintenant temps de subir les conséquences. Pas seulement les leurs, celles de tout le monde. J'aimerais pouvoir vous dire que je me suis senti vengé au moment où le poste de Rachel a disparu. Que j'ai fermé mon ordinateur portable, me suis versé un verre, et me suis prélassé dans la lueur de la justice. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que la vengeance, la vraie vengeance, ne se résume pas à un seul moment. Il ne s'agit pas de crier « je te l'avais bien dit » ou de claquer une porte au nez des gens qui vous ont fait du tort. Ça, c'est du théâtre. C'est du bruit. La vengeance, celle qui dure, est silencieuse, méthodique, inébranlable. C'est quand le mensonge s'effondre sous son propre poids, et que la vérité reste là, intacte. Donc, non, je n'ai pas célébré quand Rachel a supprimé le poste. J'ai attendu. Parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. On ne peut simuler la compétence que pendant un certain temps avant que quelqu'un ne demande des preuves. Et j'avais toutes les preuves. Cela a commencé 3 semaines plus tard,
lorsque j'ai reçu un courriel d'une entreprise technologique de taille moyenne avec laquelle nous nous étions associés pour les ateliers de seconde ligne. Sujet, une candidate étrange. Salut Jack. Quelqu'un a postulé ici en utilisant le nom de votre entreprise comme expérience antérieure, mais elle n'a pas pu répondre aux questions les plus élémentaires de coordination de projet. Elle a dit qu'elle travaillait sous vos ordres mais ne connaissait aucun des membres de votre équipe ou de vos outils. Je voulais juste vérifier si elle était légitime avant de la faire passer au tour suivant. Son nom est Rachel. Ça vous dit quelque chose? J'ai répondu avec une lettre formelle des ressources humaines. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Rachel, nom de famille, n'a jamais été affiliée à Second Ligne à quelque titre que ce soit. Toute affirmation contraire est fausse. Nous prenons la fausse représentation au sérieux et avons mis en place des protocoles internes pour prévenir l'utilisation abusive de notre image de marque. J'ai joint notre déclaration publique et j'ai proposé de fournir un processus de vérification complet pour les futurs candidats. Ils ont été reconnaissants, ont dit qu'ils la retireraient du groupe de candidats et signaleraient son comportement. Une étincelle. Puis est venu un autre courriel, cette fois d'une journaliste qui couvrait les tendances de l'embauche dans la technologie. Elle avait vu le podcast, adoré l'initiative Ghosted Voices, et écrivait un article sur la fraude au curriculum vitae à l'ère des réseaux sociaux. Elle m'a demandé si j'accepterais de témoigner sur ce qui s'était passé. J'ai hésité. C'était la croisée des chemins. Je pouvais jouer la sécurité, rester vague, protéger le nom de la famille, rester professionnel, et passer à autre chose. Ou je pouvais dire la vérité. J'ai pensé à toutes les nuits où je mangeais des biscuits au beurre de cacahuète pendant que Rachel avait des dîners d'anniversaire. À chaque travail que j'ai pris pour couvrir les frais de dossier, à chaque sacrifice, à chaque moment où ils m'ont fait me sentir coupable de vouloir quelque chose de mieux. Et puis j'ai pensé à la façon dont elle a essayé de détourner la vie que j'ai construite à partir de ces mêmes sacrifices. Alors j'ai dit oui. L'article est paru 2 semaines plus tard. Le mensonge de l'enfant prodige, quand la famille essaie de voler votre avenir. C'était puissant. Équilibré. Pas de nom, juste des initiales. Mais l'histoire était indubitable. Il parcourait la trahison, la manipulation émotionnelle, les citations volées, le faux curriculum vitae, le faux domaine de messagerie. La réponse a été explosive. Il a été tendance sur LinkedIn, Medium, même Twitter. Les gens ont commencé à le marquer avec des hashtags comme sabotage familial et reprends ton histoire. Des centaines de personnes ont partagé leurs propres histoires. Des frères et sœurs qui ont eu le fond en fiducie pendant qu'ils avaient les leçons de morale. Des cousins qui ont triché pour obtenir des opportunités. Des parents qui ont favorisé un enfant jusqu'à l'oubli tout en disant à l'autre de rester humble. Pour la première fois, mon histoire n'était pas une blessure. C'était une arme, un modèle, la preuve que l'on pouvait s'éloigner des rôles que l'on nous assignait et écrire sa propre histoire. Et puis est arrivé le message vocal de mon père. Jack, nous avons vu l'article. Écoute, je sais que les choses n'étaient pas parfaites, mais devais-tu nous faire passer pour des monstres aux yeux du monde entier? Ta mère n'a pas dormi depuis 2 nuits. Rachel nous parle à peine. Je veux dire, c'est la famille. Ne peut-on pas simplement s'asseoir et régler ça comme des adultes? Tu donnes à tout ça des proportions démesurées. Des proportions démesurées, bien sûr. Parce que pour des gens comme eux, ma douleur n'a jamais été le problème. En parler l'était. Je n'ai pas répondu, mais je n'avais pas fini. Il y avait encore l'affaire du faux domaine de messagerie de Rachel. Avec l'aide de Samir, nous avons retracé l'enregistrement jusqu'à un site d'hébergement gratuit et l'avons signalé pour violation des conditions d'utilisation. Il a également extrait les journaux d'accès et a confirmé que l'adresse IP correspondait au même emplacement général que la maison de mes parents. J'ai déposé une mise en demeure formelle. Je n'ai pas intenté de procès. Je n'en avais pas besoin. La menace seule était suffisante. 3 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de Rachel. Jack, je comprends. Tu es en colère, mais veux-tu vraiment rendre ça permanent? Nous sommes frères et sœurs. Nous avons partagé des lits superposés, des boîtes de céréales et des forts dans le jardin. J'ai fait une erreur, d'accord? J'étais désespéré. Tu penses que c'est facile de vivre dans ton ombre? Tu t'en es sorti et ils n'ont jamais cessé de me comparer à toi. Je voulais juste quelque chose pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Rachel. Cela aurait été touchant si je n'avais pas su mieux. Si je ne l'avais pas déjà vu essayer de construire une échelle avec mes côtes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le courriel à mon avocat, l'ai ajouté aux archives, et je suis passé à autre chose. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées avec elle. Ma mère a commencé à appeler des parents communs, ma tante, ma grand-mère, même de vieux amis de la famille, leur disant que j'avais attaqué la famille en ligne, que j'utilisais mon entreprise pour humilier publiquement Rachel. Et à son crédit, ma tante m'a appelé directement, mais pas pour me gronder, pour me remercier. Il s'est avéré que Rachel avait déjà fait des coups similaires. Pas à ce niveau, mais assez pour soulever des sourcils, s'attribuant le mérite de projets d'équipe, prétendant avoir fait de faux stages, essayant même une fois d'utiliser le nom de l'entreprise d'un ami pour un contrat en freelance qui ne s'est jamais matérialisé. Elle a toujours été charmante, a dit ma tante. Mais nous avons toujours eu peur de dire quoi que ce soit. Tes parents n'entendaient aucune critique à son sujet. C'est là que j'ai réalisé que cela ne me concernait pas seulement moi. Mes parents avaient protégé une version de Rachel qui n'a jamais vraiment existé. Une version en laquelle ils avaient besoin de croire. Parce que s'ils admettaient qu'elle était imprudente et manipulatrice, ils devraient admettre qu'ils avaient créé les conditions pour cela. Et s'ils admettaient que j'avais raison, ils devraient admettre qu'ils m'avaient abandonné sans aucune raison. Alors ils ont continué à raconter leur histoire. Mais cette fois, personne ne la croyait. Du moins, pas les gens qui comptaient. Seconline a grandi plus vite que jamais. Nous avons obtenu une subvention nationale pour soutenir les initiatives d'accès à la carrière. Notre équipe a doublé. Nous avons été invités à des conférences. Une grande université m'a demandé si j'envisagerais de donner une conférence en tant qu'invité. Et à travers tout cela, je n'ai jamais utilisé leur nom. Je n'en avais pas besoin. La vérité suffisait. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre par la poste, une vraie, manuscrite, d'une écriture tremblante, de ma grand-mère. Cher Jack, j'ai lu l'article. Je sais qu'il s'agissait de ta famille. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Tes parents ont fait croire que tu étais juste rebelle, mais j'aurais dû te le demander directement. Je te vois maintenant et je suis fier de toi. Amour, grand-mère. Celle-là, je l'ai gardée. Je l'ai même encadrée. Parce qu'elle me rappelait que même si on ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est, on peut choisir la vérité selon laquelle on vit. On peut construire quelque chose de réel. Même si cela commence avec des décombres. Et on peut s'éloigner des gens qui n'aiment que la version de vous qui est restée petite. Mes parents envoient toujours des courriels pour les fêtes. Rachel n'a pas refait surface. Et moi, je ne regarde plus en arrière. Parce que j'ai appris quelque chose à travers tout ça. À travers la culpabilité, l'exil, la trahison. Ils ont essayé de me faire taire en me traitant d'égoïste. Mais à la fin, ils m'ont juste donné une meilleure histoire à raconter. Et je me suis assuré que tout le monde l'entende.